Tu vois, tu vas lancer en revers et tu vas me poser le long de la berge. Hein? Comme ça, tu vois, la canote. Voilà, tu recommences. 1, 2. Voilà. Voilà, tu vois, il y a du vent, tu forces pas. 2, 1, 2, tout doucement. Et tu gardes la canne en l'air. Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Allez, recommence encore une fois. Essaye de viser un peu plus au long de la berge, pour la précision. Voilà, c'est bien. Encore ma ligne est bien posée, là? Voilà, ça c'est bien, là, tu vois. Allez, garde-la bien en haut. Là, t'es trop bas déjà. Allez, recommence. Voilà, lève ta canne un tout petit peu plus quand tu poses, tu vois. Doucement. Voilà, et quand tu poses, tu gardes ta canne en haut. Allez, vas-y. Voilà, encore une fois. À ras de la berge, là, hein. Allez, garde bien la canne en haut. Ça va mieux, là? Oui, c'est bien. Tu vois, tu ne dragues pas, là. Tu as vu le poser, quand tu gardes ta canne en haut, ça pose tout doucement. Tu vois, si tu baisses la canne, ça plaque la bouche. À l'époque, je travaillais à Paris, je venais passer les vacances en Lozère. Et tu sais, quand tu es resté 3 mois en Lozère, qu'il faut remonter à Paris, c'est dur. Mais il fallait donc que je trouve une solution si je voulais rester en Lozère, travailler. Et comme je faisais mes mouches depuis une quinzaine d'années, les copains commençaient à m'en demander un petit peu. J'ai dit pourquoi pas. Mais ça m'a permis de rester en Lozère. Jean-Louis, tu es en train de prélever des plumes sur ce brave coq. Il y a un endroit particulier de l'animal où on les enlève? Oui, tu as vraiment 3 endroits, tu vois. Tu as tout le collet pour faire les enroulements. Tu as les pelles pour faire les cercles, les montages espagnols, les nymphes et les lancettes. Voilà. Est-ce que ça fait mal au coq quand on lui enlève des plumes? Pas du tout. Il te l'a dit, non? Pas du tout. Non, mais tu vas voir, regarde, je vais en arracher une. Je vais y en arracher une. Tu vois, il n'a pas bougé. Ça fait pas plus mal que si on arrache un cheveu sur la tête. Je pense pas. Est-ce que ça repousse rapidement, les plumes? Faut compter 4 mois. Alors ça, c'est un coq de pêche. C'est un coq que tu élèves spécialement pour prélever les plumes, pour faire des mouches. Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à un coq de basse-cour ordinaire? La plume. C'est tout, la plume. Tu vois, la couleur. D'abord, les gris, les roux, mais surtout la brillance. La dureté de la plume, tu vois, ils sont très raides. Ce qu'on n'a pas dans un coq de basse-cour. Alors ça, c'est un coq d'une race particulière? Non. Pour avoir le gris, si on croise du noir avec du blanc, on a à peu près 25% de gris. Seulement, on ne peut pas fixer la race. C'est un mutant, quoi. Mais il y a d'autres plumes qu'on utilise aussi. Toutes les plumes. Plumes de poule pour faire des noyers, des plumes d'autruche, des plumes de paon pour faire les corps, des plumes de canard pour faire le fameux croupion de canard. Enfin, l'essentiel, c'est le coq et la plume de coq. Oui, ah oui,
dans la plume raide, c'est le coq de pêche. Et vous croyez que c'est pas de l'eau de neige? Non, moi je crois pas, non. Parce qu'elle est passée l'eau de neige. Pourtant, au Mont-Lozère, il y en a encore de la neige. Oh, mais bien sûr qu'il y en a là-haut. Là-haut, vous en trouverez presque toute l'année. Et pourquoi ça ne mouche pas maintenant, là, en ce moment? Il n'y a pas de poisson cette année. Il n'y a pas du poisson? Ils n'en prennent pas. Moi, je n'ai pas pris au permis, parce que l'année dernière, déjà, il ne s'en est pas pris du tout, et cette année, encore moins. Oui. Moi, je connais des pêcheurs que quand ils venaient ici, vous sortez dans la matinée 25-30 truites, juste à ce courant-là. Oui, comme moi, il y a 20 ans, quoi. Ah, vous veniez? Bah, un petit peu. Oh, Ça fait 20 ans que j'ai ici, moi. Ah bon? Et oui. Ah, vous connaissez Voilà, la mémé du café, elle m'a bien reconnu. C'est que j'en ai fait des casse-croûtes là-bas, moi. Ben, ah, vous veniez là? Eh oui. Mais il n'y avait pas du monde comme maintenant. Maintenant, il y a du monde. De quelle région êtes-vous? Moi, j'étais à Rieutort-de-Randon à l'époque. Vous étiez là à Rieutort-de-Randon? Ouais. Ah, elle vous a reconnu. J'ai commencé à Val-Siège, là-bas. Oui. Je suis venu m'installer en Lozère, et puis après, je suis monté à Rieutort-de-Randon. Et vous êtes maintenant? Nasbinal. À Nasbinal, là, vous êtes dans le petit coin de la neige, là-haut. Ah oui, oui. Là, vous pouvez dire, il y a de la neige. Ah oui, il y en a encore, oui. Mais pas ici. Je reviens descendre par ici. Là, on n'est pas en Auvergne, on est dans la Lozère, en fait. En Lozère, dans le Languedoc. La basse Lozère. C'est une rivière, le Lot, qui traverse toute la Lozère, qui est assez longue, qui est assez large ici, qui est beaucoup plus torrentueuse sur le haut, et qui contient des truites sur tout son parcours. Comment vous allez choisir votre mouche? Par rapport à ce qu'il y aura sur l'eau, si je vois que les truites prennent plus facilement les olives, je mettrai une olive. Si je vois qu'elles prennent des œufs de neuridés, je mettrai un œuf de neuridé. Je mettrai la mouche qu'il y a sur l'eau. Ça vous arrive de revenir à Bredouille? Oui, mais enfin, c'est rare. Si on pêche bien, il y a quand même du poisson pour pas être bredouille. Vous dites capot, hein, c'est ça? Oui, ici on dit capot. Quand je suis venu en Lozère, je ne connaissais pas du tout la mouche, et je me suis aperçu que tout le monde pêchait la mouche. Les gamins, les pépés, c'est sûrement des départements où les gars pêchent le plus à la mouche, je pense. Hein. Pour le lancer de la mouche, quand on apprend tout seul, c'est quand même assez long. Surtout quand on prend des truites. Parce qu'il y a 25 ans, on prenait des truites. Il n'y a pas besoin de savoir lancer, donc on ne faisait pas de progrès. Pour le reste, il suffisait de suivre les gens du pays qui pêchaient très bien pour apprendre. J'étais tellement content le jour où j'ai su lancer que j'ai voulu en faire profiter les autres. Et depuis 20 ans, je donne des leçons à la mouche, à des tas de gars. À 80%, c'est une pêche d'observation. Il faut lancer devant la truite, le plus près possible. Donc c'est une question vraiment de précision. Si tu lances trop sur le côté, c'est pas sûr qu'elle va venir la chercher. Si tu lances trop loin devant, elle va avoir le fil qui va lui passer sur la tête. Donc plus tu mets devant le gobage, devant le poisson, à 10 cm, 15 cm, ou 20 cm, ça dépend quand même le dernier bas de guine qui est donc le plus fin. C'est donc une question de précision. Il faut envoyer le plus près possible de la truite. Dans le temps, il y avait l'école anglaise, il fallait pêcher que le gobage. Alors que maintenant, ça s'est modernisé. Et on peut très bien chercher le poisson où il est. Devant un caillou, sous une branche. Elle est à son poste. Et elle attend que les mouches passent. Surtout pour la mouche sèche, pour pas qu'elle raille, il faut qu'elle soit lancée en remontant. Si tu la lances en descendant, il y a des grandes chances que tu vas draguer beaucoup plus vite. Si la mouche qu'on a au bout de la ligne n'est pas prise par les truites, on prend la même mouche qu'il y a sur l'eau. Si c'est des olives, si c'est des seiges, il y a des tas de sortes de mouches. On essaye de prendre la même mouche, on dit que c'est pêché exact. Je pense que c'est la taille le plus important.
La couleur, il fait beaucoup aussi. Mais enfin, c'est surtout une question de taille. Si on pêche avec une grosse mouche, on est quand même obligé de mettre 15-18 centièmes. Puis les poissons risquent d'être plus gros. Et les fils ont beaucoup évolué. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, un 12 centièmes faisait, mettons, 300 grammes. Alors que maintenant, il en fait 600 ou 800, il en fait le double. Donc on peut pêcher beaucoup plus fin. Il y a 50 sortes de lancer de mouche. Lancer en verre est aussi nécessaire que le lancer en coup droit. Le gars à qui j'apprends ne sait pas que c'est plus difficile, du revers. Une fois qu'il sait lancer en verre, il sait lancer en coup droit. Et la main droite, une fois qu'elle a donné le mouvement à la canne, c'est fini, elle ne fait plus rien. Alors qu'elle, la main gauche, travaille toujours. Il faut qu'elle ramène la soie au fur et à mesure qu'elle descend sur l'eau, pour avoir un ferrage efficace. Si tu as trop de soie qui traîne dans l'eau, quand tu ferres, tu es obligé de faire un grand mouvement ample, et qui entraîne la casse souvent. Il faut donc que la main gauche travaille sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, à suivre la soie. On ferre souvent trop tôt. Il faut quand même que la truite ait le temps de prendre la mouche. Et surtout pas ferrer trop sec. Le gros problème de beaucoup de moucheurs, qui ferrent trop sec, donc qui cassent au ferrage. Et ferrer, c'est juste pour rentrer l'hameçon. On dit ferrage, mais en fait, on ne ferre pas. On tend un peu le fil pour rentrer l'hameçon. Quand on pêche en mouche noyée, on peut imiter soit une mouche qui est en train de se transformer, qui est en train donc de sortir de l'eau, soit une mouche qui a été noyée par le courant. On met donc un hameçon qui est plus lourd que sur les mouches sèches. Il faut que la mouche, elle coule. Les couleurs jouent plus que sur une mouche sèche, par contre. Là, on ne sait pas pourquoi, mais en changeant la couleur du corps, sur une mouche noyée, elle a beaucoup d'importance. On peut pêcher en montant et on peut pêcher en descendant. Mais la grande majorité des pêcheurs pêchent quand même en descendant. Avec une mouche, deux mouches, trois mouches, même des fois. Mais c'est la pêche en descendant. On cherche les postes pareil, où on fait franchement un courant pour voir si le poisson est sorti, ou on peut chercher les postes en voyant en descendant devant un caillou, sous une branche. Ça peut être le même travail qu'à la sèche. Mais c'est en descendant. Souvent, la nymphe est une mouche qui, elle, est plombée en plus, pour bien aller au fond, pour couler. C'est une question de poids, de courant. Il faut lancer plus ou moins devant pour que la nymphe, le plus dur, c'est de faire arriver la nymphe à la hauteur du poisson. Et quand il y a beaucoup d'eau, c'est relativement difficile. Si le pêcheur reste assis sur une chaise, devant une plaine, à attendre un gobage, je vois pas où il y a du sport. Il y a 50 sortes de lancers de mouches. Il y en a même qui se compliquent un peu la vie. En fait, il est sûr que si tu veux lancer sur ta gauche, de l'autre côté de la rivière, par exemple, il faut que ta soie soit quand même un peu courbe pour ne pas être entraîné tout de suite par le courant. S'il y a des branches, tu vas être obligé de pêcher ce qu'on appelle le roulé, c'est-à-dire que ta soie ne parte pas derrière toi. Enfin, il y a 50 mouvements comme ça. La mouche noyée, c'est une question de présentation de mouche. Il n'y a pas de ferrage. Tu vois, si tes mouches sont bien présentées, le fil tendu, le poisson se prend tout seul. Théoriquement, il n'y a pas de ferrage.
ça c'est tes dernières couvées. Oui. Ils ont quel âge ces petits poussins? Il y en a qui ont 10 jours et il y en a qui ont 5 jours. À peu près, tu vois. Tu vois déjà là, tu vois, à 10 jours, ils ont un peu la queue, là. Tu vois la différence? Oui, il y a une différence de taille. Voilà. Tu vois? Alors il y en a de différentes couleurs, des blancs, des jaunes, des gris. C'est leur couleur définitive ou ça va changer? Ils resteront comme ça. Tu vois, par exemple, tu as un marron, là. Bon, ben, il restera marron, plus ou moins clair, plus ou moins... Tu vois, après, tu as un gris. Ça sera peut-être blanc, par contre. Tu vois? Blanc ou vraiment ou cendré, mais très léger. Voilà, cendré. D'accord. Enfin, de toute façon, le plus difficile à obtenir, ce qu'on recherche en priorité, c'est le gris. C'est le gris. Parce que c'est le plus rare. Oui, mais enfin, dans les gris, tu vois, tu as le gris foncé, le gris clair. Enfin, là, il n'y a pas de problème, puisqu'on a toutes les couleurs. On ne peut pas fixer une couleur, alors... Mais on ne peut pas le savoir d'avance. Non. Et alors là, est-ce qu'on peut reconnaître les coqs des poules? Non, pas encore. Comme on ne sait pas sexer, là, on attend qu'ils soient un peu plus grands. Et à quel âge on saura? Il faut 3 mois, hein, pour être sûr. Pour reconnaître les oui, poules pour être des sûr. coqs. Il n'y a pas le moyen avant de le reconnaître? Non. Alors les poules, t'en feras quoi? Tu vas les garder aussi? Bah, les poules... Pour pondre des œufs. Voilà, j'en mangerai quelques-unes, et puis les coqs? J'essaye de sélectionner les poules pareil, mais ça ne sert pas à grand-chose, puisque... Parce que les plumes de poules sont quand même moins utilisées que les... Beaucoup moins. Elles servent uniquement pour des mouches noyées, des choses Pour les comme mouches ça. noyées, pour des ailes, mais beaucoup moins. Et nous, ici, on a beaucoup d'aiguilloneuridés. Tu vois ce qu'on appelle la rouge, nous, que je suis en train de monter en ce moment, là. C'est que c'est la mouche qu'on a le plus, tu vois. Avec les prianes, évidemment. Hein, il y a beaucoup de... Tout ce qui est sèche, il y en a beaucoup aussi. Des olives. Mais la mouche la plus utilisée, c'est l'aiguilloneuridus. Au bout d'un an ou deux, je montais mes mouches à la main, comme tous les gars du pays faisaient, enfin tous, une grande majorité. C'était déjà la période où les paysans avaient leurs coqs de pêche dans la ferme, et que s'ils avaient besoin de 5 mouches, 10 mouches, ils plumaient 10 plumes, et ils faisaient leurs 10 mouches à la main. Pour faire une belle mouche, surtout une petite ou une mouche à lait, c'est quand même plus facile avec un étau qu'à la main. À la main, il est quand même dur si on veut faire une belle mouche, c'est quand même dur, hein. Ailes. Voilà, je les coince bien pour pas qu'elles puissent partir après à la prise d'une truite. Et maintenant, je vais enrouler mes 2 plumes qui vont imiter les pattes. Là, je mets une plume rousse et une plume violette, blé qu'on appelle. Il y a une plume de mes coques et une plume teinte, tu vois, parce que les violets, je ne peux pas l'obtenir avec mes coques. Et donc, je teins en violet pour avoir les mélanges de couleurs. C'est comme les olives sur les mouches de mai, par exemple. Ça va du clair, comme les gris, hein, ça va du plus clair au plus foncé. Toujours à 7 une grille 70%
un vétérinaire, M. Turlet, qui ont eu l'idée. Et si on faisait une foire de coqs? Et ça s'est fait, ça s'est réalisé. Une bonne génisse, tu la vas. Mais si elle était pleine, elle vaudra 1 million comme ça. Oh, tant mieux, oui. Non, s'il vous plaît, dans ce... Au départ, c'était ils l'ont fait le jour de la foire aux veaux. C'est une foire qui est renommée à Neuvic, c'est la foire aux veaux. Et ils l'ont fait le même jour. Ils s'achètent des coqs. Ils s'achètent des coqs qui étaient très chers d'ailleurs au début, un peu exagérés. Mais enfin, ça a baissé parce que les gens se sont rendus compte qu'il ne fallait pas non plus que ça aille trop loin. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas pour acheter un coq, mais qui viennent pour se retrouver entre pêcheurs toute une journée. Le comité coq de pêche vous informe que nous avons 160 d'inscrits. Alors, nous appelons le jury au travail. Messieurs Guédy, messieurs Desorcio, monsieur Desmond, s'il vous plaît, pour la 6e année, nous avons encore 164 coqs d'inscrits. Non, pas vraiment de mouche. Pas vraiment de mouche. Oh, là, venez. Attention, ne quittez pas la foire sans faire un tour au centre des vêtements. Clément Bess et Steve de Bourg-les-Orgues qui a installé son banc devant Combien? avec l'extraordination. Allez, le père, vous les achetez tous les 5 ans, je vous fais un prix. Ça dépend du prix. Oh, c'est pas des prix formidables, j'ai un coq de 3 ans celui-là. Ouais. Et celui-là 2 ans. Et les autres n'ont qu'un an, et celui-là n'a que quelques... Ouais, il est pas terrible celui-là. Oui, il peut faire. Hein? Il peut faire. Il est pas vieux. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore, je vous vendrai des coups et encore des plumes, tant que vous voulez. Et vous ferez une affaire avec moi. Si vous ne faites pas avec moi, vous ne ferez avec personne. Hein? Combien ils valent? Mais les 2 vieux, j'en ai 50 000 pièces. Et les autres? Oh, bah les autres, il y en a un là. Parce que vous les prenez tous? Hein? Vous les prenez tous? Bah peut-être, si ça marche. Si vous les prenez tous, moi je vous ferai bien. C'est ça que je voudrais savoir, c'est le prix. Je ne veux pas vous estamper non plus. Non. Voilà. Mais il ne faut pas les effacer, hein. C'est la bonne parce que... Quelle bien, hein. Place Henri Cueil à Neuvic. Alors faites le tour et vieux. Allez. T'es méchant? Il n'a pas été tellement plumé non plus parce que la plume elle n'a pas... Ah oui. Un peu sali. Et est-ce qu'on pourrait pas rédiger quelque chose, leur expliquer aux gens comment il faut les plumer, quand Ah, écoute donc, il y a un bouquin qui vient de sortir de toute façon sur les coqs de pêche. Ah oui. Je vais l'acheter là, tiens, j'ai vu qu'il était. Bon. La qualité de la plume, là, c'est pas transcendant. Hein. Non, mais enfin, c'est 65, oui. 65. Et couleur brillante, il n'a qu'une couleur, hein, pratiquement. Je ne sais pas s'il évoluera beaucoup. On pourrait mettre un tout petit peu moins, 60. Alors, premier prix. Coq adulte. Monsieur Chassac Serge, de la Mazière Basse. Alors, avec nos félicitations. Merci beaucoup. Vous avez le challenge Masuel remis par Madame Masuel. Voilà. Le grand prix d'excellence remis par le président du comité des coqs de pêche, Monsieur Sagette. Ça fait beaucoup de choses. Oui. Plus, je répète, somme en espèces de 1100 francs. Bravo, Monsieur Chassac. Merci. Vous viendrez vous signer.